Bonsoir et bienvenue sur GEA Politique. Nous recevons aujourd'hui et dans le cadre des élections cantonales Évreux-Ouest deux candidats. Thierry Quénéan, bonjour. Bonjour. Philippe Brento, bonjour. Bonjour. Donc Thierry Quénéan, vous êtes vice-président à l'agglomération d'Évreux en charge du développement durable et des transports. Vous êtes candidat. Philippe Brento, vous êtes villepiniste. Vous êtes également candidat sur le canton Ouest. Donc villepiniste République Solidaire. Absolument. Et vous, Europe Écologie et les Verts. C'est bien la bonne dénomination? C'est très bien, c'est exactement ça. Wow. Très bien. Donc si vous le voulez bien, nous allons d'abord commencer par un état des lieux sur le canton Ouest. Peut-être vous allez pouvoir nous dresser un bilan du conseiller général sortant, Gérard Séligny, nous donner un petit peu votre sentiment sur ce canton. Et puis par la suite, nous aurons des questions très concrètes à vous poser sur les projets que vous souhaitez mener sur ce territoire. Thierry Quénéan, on va peut-être commencer par vous. D'accord. Alors, je voudrais dire au préalable quelque chose, c'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, que le candidat sortant n'avait pas jugé utile de venir débattre pour le premier tour, considérant qu'il était d'entrée de jeu au second tour. Je trouve cette attitude absolument incroyable et méprisante. Et je voudrais simplement lui rappeler que Jospin, c'est le genre d'erreur qu'il a commis et qui nous a menés là où on sait. Bon, donc cette précision faite, sur le bilan du département, avant d'attaquer le bilan du canton, je voudrais dire que quand j'ai lu et préparé cette réunion, j'ai lu que le département était fier d'être classé AA2 chez Moody's. Alors Moody's, c'est une agence de notation qui s'est illustrée en notant différentes entreprises internationales, dont certaines se sont particulièrement distinguées pendant la crise. Donc je m'interroge sur cette façon d'envisager l'économie, le département, à travers ces agences de notation qui sont extrêmement basées sur des profitabilités, du capital, etc., de l'endettement aussi, mais enfin, quand même, c'est se glorifier de quelque chose de surprenant. Et moi, je mets en opposition un bilan qui est passé, qui a été moins souligné, peut-être parce que le département n'a pas souligné et n'était pas très fier, c'est que le département était classé 84e dans les départements écologiques. C'est la Vie catholique qui fait tous les ans un classement des départements en fonction d'un certain nombre de critères, et notamment en fonction de leurs efforts pour l'environnement. Et le département de l'Eure est classé 84e. Alors d'un côté, on a le département qui se glorifie d'être très bien noté par une agence de notation financière, et de l'autre, un département qui est 84e en matière d'environnement. Donc bien évidemment, il y a des choses à faire. Alors bon, je passerai sur les différentes responsabilités pour prendre deux exemples, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Sur le canton Ouest, il y a par exemple une maison de retraite qui... Alors l'action sociale, c'est près de 40% du budget du département. Vous pensez à la maison de retraite Azemia? Alors voilà, sur le canton, il y a la maison de retraite Azemia qui avait en financement le plus bas prix de journée du département. Et comme exemple de la politique du département, c'est vrai que je me suis interrogé en me disant mais combien touchent les autres maisons? Eh bien, effectivement, on va du simple au double. Explication, histoire, influence politique, etc. etc. Donc, c'est un bilan qui est un peu regrettable, et je trouve encore plus regrettable que le candidat sortant, Gérard Séligny, et aussi le grand argentier, puisque c'est lui qui est en charge des finances. Voilà. Alors... Également, bon, on peut parler du canton, mais aussi on peut parler de, encore une fois, l'action sociale est l'élément majeur du canton, enfin du département. Vous avez vu récemment dans la presse comment les aides familiales, les aides à domicile qui protestaient contre le prix de journée. Eh bien, effectivement, force est de constater que les associations d'aide à domicile sont en grande difficulté, tout simplement parce que le département n'accorde pas suffisamment de financement pour payer des salaires décents à ces personnes. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Vous aurez des propositions à faire probablement. J'ai des propositions à faire là-dessus. Si, un dernier point quand même sur le bilan, un autre gros poste du département, ce sont les collèges. Alors, collège, non pas sur l'aspect enseignement, qui reste lié à l'État, mais maintenance, construction, mise en œuvre. Un fait certain, c'est qu'il reste encore sur le département des collèges paillerons. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les collèges paillerons. Ce sont des collèges qui... Peut-être une précision pour nos internautes. Voilà. Donc, pailleron, c'est le nom d'un
je crois d'un ministre peut-être, qui a construit des collèges qui avaient la particularité de s'enflammer extrêmement rapidement. Et dans les années 80, de mémoire, il y a un collège qui a brûlé entièrement en moins d'une heure, avec plusieurs enfants qui sont restés brûlés. Et donc, s'en est suivi des normes très strictes sur la sécurité des bâtiments. Bon, et bien dans l'heure, il y a encore des établissements paillerons. Malgré le plan de rénovation qui aurait dû prioriser la mise en sécurité de ces bâtiments, eh bien, il y en a encore, malgré bien que les élus actuels aient fait un plan pour résorber ces établissements. Mais pas sur le canton ouest. Alors sur le canton ouest, il n'y en a pas, c'est certain. Il y a par contre des établissements qui mériteraient une certaine rénovation. D'accord. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon... Très bien. On va laisser la parole aussi à Philippe Brento, donc villepiniste pour République Solidaire. Merci de votre accueil. Là aussi, force de constater qu'au final, nous avons Gérard Séligny, donc... qui vraisemblablement n'a pas souhaité le débat, ce qui est bien dommage. Alors que les choses soient claires concernant la position de Gérard Séligny, effectivement, il a été contacté par la rédaction. Ce qu'il nous a fait savoir, c'est qu'il ne refusait pas le débat, mais après le premier tour. Voilà, donc il n'a pas souhaité s'exprimer avant le premier tour et qu'il s'exprimerait très certainement dans l'entre-deux tours. Dans le même temps, c'est vrai qu'on peut constater qu'on a trois adjoints qui sont donc trois adjoints de Monsieur Champredon, Ville d'Évreux, donc qui sont sur le canton Évreux-Ouest, donc Monsieur Kenner, Monsieur Lahaye, Monsieur Séligny bien sûr, et puis la suppléante de Monsieur Lahaye, Mademoiselle Metz. Et vous oubliez Michel Rive. Michel Rive sur le canton Nord. Sur le canton Nord, Michel Rive. Nous aurons l'occasion également de les accueillir. Tout à fait. Ça me pose la première question, c'est de me dire comment on peut avoir une majorité municipale qui aujourd'hui part pas en rang du côté des cantons. C'est que ça montre un réel et un malaise quant à la fois à la gestion de la commune, mais aussi à la gestion de l'agglomération. On voit aujourd'hui qu'il y a un avenir à remettre en question de par la réforme qui sera appliquée dans 3 ans, qui commet de graves erreurs. Je peux malheureusement que constater que la majorité présidentielle a été votée une loi sans tenir compte de la préoccupation des citoyens, et que la proximité se voit éloignée. Dans le même temps, on s'aperçoit que la situation fiscale telle qu'elle a été menée d'un point de vue national va mener les communes dans un manque au niveau financier, et les conseils généraux et les conseils régionaux. Il faudra bien financer en fait la différence. Si on veut garder des services de proximité, ça veut dire qu'il va falloir aller toucher directement au portefeuille des citoyens, des habitants. Alors, ils vont le toucher assez rapidement, puisque dès 2012, les communes n'auront pas d'autre choix que d'aller ponctionner dans le portefeuille des citoyens à travers les impôts locaux et les impôts fonciers. Alors, une fois de plus, nous serons tous la vache à lait pour pouvoir financer un abandon complet des engagements et des nécessités pour les différentes collectivités. Alors, pour en revenir à l'état des lieux sur le canton ouest. Alors, l'état des lieux sur le canton ouest, je suis très étonné, mais on voit bien que M. Séligny aujourd'hui veut cumuler les mandats, qu'il cumule aisément les mandats, et qu'au final il y a beaucoup de dossiers sur ses bureaux, peu de dossiers qui avancent, et des orientations qui sont, du mauvais social. Vous pensez à un dossier en particulier ? Non, je ne vais pas faire de polémique sur des dossiers, parce qu'il y a des dossiers aujourd'hui qui sont en cours, et dont certains d'ailleurs sont en procès, comme sur les problématiques de des traumatismes crâniens, sur différents dossiers. Les problématiques aussi qu'est l'environnement, au niveau des captages. Aussi l'incertitude pour les agriculteurs. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a une heure et demie, j'étais encore avec un agriculteur. On n'a pas de données d'orientation, réellement politique, et pas de concertation à la fois au niveau du plus haut sommet qu'est l'État et des départements qui, eux, doivent se conformer à des réglementations présentes et à venir.
Donc eux sont dans le flou, ils ne savent pas où ils vont. Bien sûr, chacun voudrait passer à une situation bio, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, on n'est pas certain que le tout bio soit si évident que ça à gérer en cas d'épidémie. Donc il va falloir faire très attention parce que c'est aussi mettre, j'allais dire, l'avenir en péril, le cas échéant, en termes, si on veut nourrir nos habitants, très bien, mais en cas d'épidémie, il faudra contenir un certain nombre de problématiques. Donc il faut rester vigilant. On a actuellement un budget, et c'est là où je suis moi très 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 inquiet, on a un budget dans le développement économique qui est quasiment inexistant. Il doit être aux alentours des 1,8%. Là vraiment il y a une inquiétude. Je crois que chacun veut communiquer. Alors sur l'insécurité, moi je dis que la première insécurité, eh bien, c'est le chômage. Ensuite, c'est pas nous, c'est les autres, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre compétence. Seulement distribuer un RSA, bien sûr, c'est une nécessité parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté, et pire encore, dans une période aussi difficile que la période dans laquelle nous sommes. Mais au-delà de tout ça, il faudrait peut-être penser à accompagner les uns et les autres dans le développement économique et dans les possibilités d'accueillir sur notre territoire, sur le département de l'Eure, les entreprises. Là encore, toutes tendances confondues, on ne peut que déplorer qu'Évreux, le bassin d'emploi d'Évreux, soit resté sans cette 2x2 voies Évreux-Chauffour. J'entends parler, je vais avoir 41 ans au mois d'avril prochain, puis je suis né, j'entends parler de cette 2x2 voies. Alors réel, il y a eu un lobbying permanent du 76 qui ont préféré voir la direction vers le 76 plutôt que de voir des entreprises s'installer sur Évreux, mais on ne peut plus rester dans cette situation-là. On a une accélération en termes de chômage sur Évreux, les emplois industriels disparaissent au fur et à mesure du temps. On ne va pas revenir sur Aspocomp, on ne va pas revenir sur les uns ou les autres, sur Schneider, sur un certain nombre d'entreprises, sur bien sûr Glaxo qui est en train de licencier une fois de plus, puisqu'il y a de nouveau un mouvement social en cours. Ça devient dramatique. Aucun travail n'a été fait dans ce domaine depuis des années. Alors, là, je mets quand même un petit peu en responsabilité les politiques, les uns et les autres, que c'était au niveau du département, voire même de la commune ici ou de l'agglomération, où il n'y a pas eu la dynamique qui aurait nécessité d'aller rencontrer les entreprises. Les entreprises, ça bouge. Les entreprises sont aussi des filières. Et à aucun moment, on a accueilli ou on a essayé de présenter la ville d'Évreux et le bassin d'emploi d'Évreux comme un acteur majeur dans le domaine économique. Vous parlez des infrastructures routières, on reparlera tout à l'heure du plan de déplacement urbain et en particulier de la déviation sud-ouest, mais Jean-Louis Destan, président du Conseil général, annonçait à grand renfort de médias le passage donc, sur les infrastructures ferroviaires, cette fois-ci du train à grande vitesse. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le département, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Évreux, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le département et notamment sur le canton ouest, où on peut imaginer que finalement le passage du train à grande vitesse pourra peut-être engendrer une activité économique, en tout cas une circulation plus importante qu'elle ne pouvait l'être par le passé. Oui, d'abord je crois que la partie TGV d'abord sera ralentie sur la partie en tout cas Paris-Évreux. Donc elle ne changera pas énormément. Elle permettra peut-être enfin une régularité en termes d'horaire. Mais d'autre part, je reste d'abord très méfiant des effets d'annonce à quelques semaines des élections. Et ensuite, il n'y a pas eu de plan de financement aujourd'hui qui a été mis en œuvre et proposé pour pouvoir avancer. Vous parlez de la précarité sociale, tout à l'heure, et vous évoquez le RSA. Nous sommes le premier département à avoir signé le RSA en présence de Martin Hirsch. C'était également une bonne nouvelle pour les bénéficiaires du RSA. Oui, mais c'est là où ça me gêne un petit peu, c'est qu'on est rentré dans un système où on est devenu fataliste. Alors le RSA, d'accord, encore une fois, c'est nécessaire parce que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir, et permettez-moi l'expression, il y en a même qui crèvent la gueule ouverte en ce moment, et qu'on est vraiment dans une problématique réelle et sérieuse. Mais derrière ça,
on a des collectivités, ici et là, qui ont délégué à travers un système associatif un tas de formations, un tas de choses. Alors c'est plus ou moins bien fait. On a besoin de ces associations pour créer la dynamique, mais dans le même temps, j'ai l'impression que les collectivités se désengagent. Là encore, ah mais nous on a confié, nous on a donné, nous on a fait. Et là on a une réelle problématique. Moi je suis pas certain, quand je rencontre des gens qui sont bénéficiaires du RSA, qu'ils aient envie en fait de l'accompagnement qui leur est donné, puisqu'il est quasiment nul. Il y a des gens qui n'ont jamais été contactés pour qu'on leur propose quelque chose, et des gens qui demandent des formations sur lesquelles on dit bah oui mais là en ce moment il n'y a pas de possibilité, ou alors faudra voir dans 6 mois parce qu'on devrait peut-être avoir une ouverture là ou une ouverture ici. On est rentré vraiment dans un monde fataliste où c'est comme ça, on fait avec. Il y a eu l'époque des années Mitterrand qui disaient de toute façon il y a le chômage, il faudra faire avec, donc on va gérer un certain quota que seront les chômeurs. Maintenant c'est le nouveau quota que seront le RSA. Et dans le même temps on met en opposition un tas de gens, c'est-à-dire ceux qui travaillent, et puis les gens qui sont bénéficiaires du RSA, et ça c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que on a l'impression que les gens qui touchent le RSA sont des gens qui veulent pas travailler, or c'est pas le cas. Ce sont des gens qui ont vraiment qu'une envie, c'est d'exister à travers la condition sociale, qui est la première, c'est d'avoir un emploi, une situation professionnelle. Et puis de l'autre côté, bien sûr, les gens qui eux travaillent, et puis on se disent bah oui, mais nous on distribue de l'argent. On rentre dans une situation en fait mauvaise et où on met en porte-à-faux les uns contre les autres, et c'est dramatique. D'accord. Avant de passer au projet, peut-être que Thierry Quénon a une réponse à vous faire sur l'une des observations qui a été faite, à savoir que finalement la majorité partait en ordre dispersé sur ce canton. J'imagine que vous avez envie de répondre à cette... Oui, enfin j'ai plusieurs remarques, mais donc sur le fait qu'il y ait plusieurs candidats à l'intérieur de la majorité, moi je suis écologiste et la biodiversité, ça m'intéresse. La diversité, ça m'intéresse. Et donc c'est l'honneur de Michel Champrenon de savoir réunir des courants différents et de les faire travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'au moment d'échéance, chacun ne veuille pas affirmer sa singularité. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la majorité actuelle? Nous avons des communistes qui ont une sensibilité, lesquels on peut être d'accord, pas d'accord, on a souvent des débats. Il y a des écologistes avec qui il y a parfois des débats, et il y a des socialistes. Et puis il y a aussi des gens de la société civile. Ces personnes, nous travaillons ensemble, c'est pas facile, il y a des débats difficiles, il y a des moments où il faut s'accorder, mais en fait c'est vraiment ça la diversité, c'est travailler à plusieurs. Vous-même, vous vous dites hors de la majorité présidentielle, mais je pourrais dire, mais attendez, je comprends pas. Depuis très peu de temps. Oui, depuis très peu de temps, mais Villepin, c'est pas l'UMP, alors je sais qu'il va en partir, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait une politique de droite, je vous rappelle le CPE, etc. Non, mais, ce qui était une très bonne chose, le CPE, je crois qu'il faut le reprendre. Je l'ai étudié, ce CPE, je crois que le débat n'est pas là sur les dossiers nationaux, etc. J'aimerais qu'on reste tout sur le canton ouest. Il y avait deux, trois aspects pervers. Sa propre majorité à l'époque a été le pire de ses ennemis. Et bien plus que l'opposition elle-même d'ailleurs. Vous voyez, pas sur le positionnement, peut-être la différence. À l'intérieur de la municipalité, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dit on n'est pas d'accord sur la vision du Conseil général, on part chacun loyalement, sans se faire de mauvais coups, et donc on avance. Alors, vous n'êtes pas d'accord non plus sur les actions menées d'un point de vue de la municipalité, ou bien même de l'agglomération, et pourtant quand je suis présent lors des conseils municipaux, force est de constater que systématiquement vous levez la main pour toujours dire oui, et que ça fait quand même un petit peu le jeu. J'aimerais vraiment qu'on reste sur le canton ouest et les sujets, notamment les dossiers de fond sur le canton ouest. On avait eu une discussion il y a 1 an et demi qui était le problème à l'occasion du PLU. Je me souviens très bien. C'est vrai que vous remettiez en question les jardins familiaux à l'époque. Moi, remettre en cause les jardins familiaux. Lors d'une réunion, j'étais pas très content d'ailleurs, parce que soi-disant qu'ils n'étaient pas écologiques. À un moment où, j'allais dire, moi je pensais que voilà une référence où on aurait pu faire dans le département, sur les jardins familiaux, il y a partout, une référence nationale dans le domaine, et d'accompagner, j'allais dire, les gens qui sont utilisateurs des jardins familiaux pour
pour être dans l'exemple, je veux dire... On va vraiment laisser Thierry Quénan vous répondre sur cette question et ensuite aborder vraiment les questions de fond sur ce canton-là. Alors, sur les jardins familiaux, je crois que là, peut-être votre mémoire vous joue des tours. Nous avons développé, et j'ai développé, puisque je m'en occupe, ça fait partie de ma délégation, un programme pour récupérer l'eau de pluie, pour inciter les jardiniers à utiliser moins de pesticides, à utiliser des techniques culturales qui sont écologiques, et ils adhèrent complètement. Je vous invite à venir aux réunions, aux assemblées générales qui sont ouvertes, tous sont d'accord et unanimes pour reconnaître le travail que nous faisons en la matière. On leur a donné des moyens de planter des haies, etc., pour éviter justement les pesticides du voisin, des agriculteurs voisins, etc. Donc, si vous voulez, nous, l'écologie, c'est une approche. Alors, je voudrais simplement vous dire que la politique, c'est un compromis. Il n'y a que les purs durs à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui pensent que le monde est facile à résoudre, que tout est blanc ou tout est noir. Moi, je pense que la politique, c'est quelque chose qui se négocie, c'est quelque chose qui se discute. Et après, une fois qu'on a décidé, en vote interne, c'est vrai, d'une politique, on l'applique. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme à voter parfois avec des décisions pour lesquelles je ne suis pas complètement d'accord. Mais ça fait partie de la politique. Et vous pouvez me dire qu'on a des divergences. Oui, les divergences, ça existe. Simplement, on les exprime là où ça doit être exprimé, c'est-à-dire dans les réunions internes, une fois qu'on s'est mis d'accord. Et je peux vous assurer que les échanges sont vifs, parce que je ne partage pas toutes les opinions, mais c'est normal. On n'est pas tous sur le même modèle. Des partis monolithiques, ça donne Kadhafi, ça donne... je suis d'accord sur la sensibilité des uns et des autres, ce qui est bien normal, je veux dire, et dans toute équipe d'ailleurs, où chacun doit apporter à la fois ses idées, ses différences. Mais encore une fois, on sait très bien aujourd'hui que la situation financière sur Évreux et son agglomération est pas bonne, que les orientations qui sont faites, malheureusement, vont finir en peau de chagrin. On va en rester là. Moi, ce que j'aimerais, parce que le temps file très très vite, et j'aimerais qu'on aborde vraiment trois dossiers qui sont importants, qui concernent le département, puisque le département est investi financièrement et techniquement sur ces dossiers. C'est le dossier de la SMAC, celui des usines de Navarre et le plan de déplacement urbain. Philippe Brento, tout de suite sur la SMAC, moi j'ai une question très 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 précise. Déjà, j'aimerais avoir un point de vue général de votre part sur ce sujet, et ensuite j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez de la scène extérieure par rapport aux dommages, en tout cas aux inquiétudes que cette scène extérieure pose aux riverains, mais pas seulement, puisque c'est une scène extérieure qui ne sera peut-être pas utilisée finalement tout au long de l'année sur cette SMAC. Et donc, est-ce qu'on ne va pas finalement se diriger vers les difficultés auxquelles est confrontée aujourd'hui la ville de Val-de-Reuil pour son stade d'athlétisme, c'est-à-dire avec des coûts de fonctionnement extrêmement importants. Qui prendra en charge ces coûts de fonctionnement? Donc, le point de vue général sur la SMAC, et puis cette histoire de scène extérieure. J'aimerais que vous puissiez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. La SMAC a été initiée d'abord par la majorité passée, qui était celle de Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Nicolas. Je crois que c'est un dossier qui aurait dû avancer depuis le temps. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que vous êtes aux manettes, que on n'a rien vu sortir. Alors quelques esquisses ici et là, mais rien de cohérent et de concret. Maintenant, il y a l'air d'avoir un souhait que ça avance un petit peu plus vite. Le plan de financement n'est pas complètement bouclé. Voilà. Encore une fois, quand vous n'êtes pas dans une majorité, évidemment, il y a un moment où vous ne pouvez pas prendre la décision. Alors, la salle ouverte, est-ce qu'elle était au bon endroit ou pas au bon endroit? Qu'on le veuille ou non, j'allais dire, ici et là, on a forcément les riverains qui ne sont pas toujours en accord par rapport... Personne veut du centre des poubelles, des ordures, c'est toujours compliqué. Et pourtant, à un moment, on est bien obligé de trouver une solution et d'avancer. On a connu avec Guichainville la problématique du CETOM. Pour la station d'épuration, les problématiques de voisinage. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Je veux dire, là, gauche-droite, droite-gauche confondues, chacun est sur les mêmes problématiques. Vous voyez que vous pouvez faire des compromis. Et donc, il y a un moment où il faut bien trouver une situation... qui est peut-être la moins embêtante. Vous ne craignez pas finalement de heurter un petit peu la sensibilité de ces riverains qui sont finalement des électeurs potentiels pour ces élections cantonales? Non, c'est-à-dire aujourd'hui, comment vous les rassurez, ces riverains? Mais encore une fois, il faut que
que le département avance, il faut que l'agglomération avance, et qu'à un moment, il faut bien positionner les choses. C'est vrai que sur Évreux, la seule position réellement aujourd'hui, elle se passe ici. Moi, j'aurais préféré en fait qu'il y ait d'autres choix de fait. Moi, je croyais que réellement sur l'hôpital psychiatrique, on avait beaucoup de choses à y faire, qu'il aurait peut-être été préférable d'investir ailleurs et près de l'hôpital actuel pour remettre donc un CHS en place tout neuf avec des équipements adaptés. Bon, il y a aujourd'hui les travaux. Déplacer en fait un certain nombre de nos infrastructures et nos fonctionnements aujourd'hui. On a l'IUT qui sont à l'étroit. On a l'université qui est un peu mal foutue. On a l'école d'infirmière. Malheureusement, on n'a plus l'IUFM compte tenu des réformes. Je croyais qu'à un moment, l'hôpital, et en tout cas si j'avais été, ça aurait été une proposition, je l'avais fait par ailleurs parce que j'avais écrit sur cette problématique. L'hôpital actuel, donc l'hôpital psychiatrique, aurait été certainement un idéal pour pouvoir à la fois mettre en place un ensemble étudiant et à la fois aussi une partie sur laquelle on aurait pu mettre un centre d'animation et peut-être là justement la SMAC, créer une réelle dynamique et bien sûr faciliter aussi là les transports, surtout pour les jeunes avec des allées et venues sur la partie centre-ville ou ailleurs d'ailleurs. Votre point de vue, vous Thierry Cagnéran, sur la SMAC? Bon, d'abord, je vous rassure, la SMAC est en train d'avancer. Simplement, c'est un site particulier qui nécessite un certain nombre d'études, puisque c'est une zone qui est inondable, donc on doit prendre un certain nombre de précautions. Le programme s'avance, suit son cours. Donc vous savez qu'un marché public pour un équipement de cette taille est assez long à monter. On suit, il y a un comité de suivi qui avance. Alors, sur l'aspect financement, la construction le financement de la construction est bouclé, et ensuite s'est posée la question du fonctionnement. Bon, la question du fonctionnement, bien sûr, dépendra de l'offre qui sera faite. Plus il y aura de spectacles, plus ça coûtera cher, bien évidemment. Mais il ne faut pas le voir uniquement sous l'angle de la dépense. C'est aussi d'abord, ça répond à une forte attente de beaucoup de jeunes dans le département. Et je ne parle plus là que d'Évreux, mais de l'ensemble du département. Il y a de nombreux groupes qui cherchent des salles pour répéter, pour travailler. Ici, un studio, parce que ça montre la volonté, le dynamisme qu'il y a autour de la musique, et ça constitue aussi une activité économique. Le développement culturel, la musique, c'est aussi des artistes, des chanteurs, mais des fabricants de haut-parleurs, de micros, de caméras, de spectacles, et on le sait, c'est un vecteur de développement économique comme un autre. Donc pourquoi s'en priver, et pourquoi ne pas le voir plutôt que comme une source de dépenses, plutôt comme un moteur qui amènera le département, qui donnera aussi une image de jeunesse au département dont il a fort besoin. Là, c'est juste pour compléter, c'est vrai que M. Destan a jamais été fier, j'allais dire, de la capitale du département. C'est vrai qu'il a souvent et encore aujourd'hui privilégié la partie Pont-de-Mer. Dont il est originaire. Alors bien sûr, j'y vois pas d'inconvénient. C'est important que l'ensemble du département soit impliqué partout et par l'ensemble des élus. Enfin, il y a une disproportion parfois qui, à mon avis, n'est pas justifiée. Et encore une fois, un président, le président Destan, avec Monsieur Séligini, qui cautionne bien sûr l'ensemble, puisqu'il laisse aller son canton. Je vais dire que Anne Mansouré laisse aussi aller son canton, cette partie-là. Puisque chacun, en fait, c'est je te passe ça, je te donne ça, tu me prends une vice-présidence, je te donne la vice-présidence, tu t'es là, et puis tu me votes ça. On a une réelle problématique là, c'est-à-dire qu'en fait, on rééquilibre pas les choses. Moi, je suis fier d'Évreux, et il faut être fier qu'elle soit la capitale départementale. C'est vrai que c'est impensable aujourd'hui que la capitale départementale, d'un point de vue culturel, soit absente de tout. On l'a vu avec l'initiative sur les impressionnistes. Évreux a complètement été exclu de cette partie-là. Alors qu'on avait une carte à jouer. On avait un beau tracé de Giverny en allant vers Rouen, mais on avait aussi la possibilité de créer une dynamique ici à Évreux, d'y faire passer les gens, par là même
de pouvoir lui mettre une action économique derrière, ce qui n'a pas été le cas. Vous êtes fier de la ville d'Évreux, mais le canton aujourd'hui que vous défendez, Philippe Brento, est un canton qui est situé à mi-chemin entre l'urbain et le rural. Hein. C'est tout l'intérêt, je disais cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, à un maire du canton. Je le disais, Évreux est le centre-ville de l'agglomération et des cantons autour d'Évreux, que ça soit le nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut que ça soit un réel rassemblement, une réelle dynamique. Mais en même temps, il faut tenir compte sur l'ensemble du département. Il faut faciliter les allées et venues, j'allais dire, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, on va parler de la déviation tout à l'heure, mais pour équilibrer les temps de parole, justement, c'est une bonne transition, merci Philippe, pour parler de la déviation sud-ouest. Donc, Monsieur Kennan, cette déviation a été inscrite, et vous m'arrêtez si je me trompe, dans le contrat de projet État-région, avec financement important du Conseil général. Est-ce que, déjà, j'aimerais votre sentiment général sur cette déviation, et ensuite, pour l'écologiste que vous êtes, ou pour l'écologie que vous représentez, est-ce que ce tracé vous semble compatible avec la protection de l'environnement, en particulier avec les captages d'eau? Et pensez-vous ou ne pensez-vous pas que cette déviation sud-ouest et les travaux importants que cela va engendrer est un risque pour la pollution des nappes phréatiques? Bon, déjà, ce que je voudrais dire à propos de la déviation, c'est que la décision est prise, les capitaux sont fixés, les financements divers sont organisés, donc ça se fera. Je vous avoue qu'en tant qu'écologiste, j'aurais préféré que ça ne se fasse pas, ou que ça se fasse surtout différemment. C'est vraiment ça le mérite d'être clair. Et j'aurais préféré que, puisqu'il y avait investissement à faire, puisqu'il y a des besoins de déplacement, je suis d'accord avec vous, qu'il se fasse plutôt sur le ferroviaire ou sur des modes de déplacement plus doux, plus compatibles avec la gestion de l'environnement. Et plus collectif. Et plus collectif. Mais en tout cas, j'aimerais et je souhaiterais vraiment que le département investisse beaucoup plus dans le ferroviaire, parce que c'est de toute façon les modes de transport de demain que dans la voiture. Effectivement, on a un point de divergence, la 2x2 voies pour Chauffour. Moi, je trouve ça incroyable qu'on soit encore à penser que la création d'une 2x2 voies permet du développement économique. Oui, si. Je trouve ça incroyable. On dit, voilà, la 2x2 voies va permettre de rejoindre facilement l'autoroute de Paris, etc., alors qu'on voit un mouvement économique certain d'entreprises qui partent de Paris pour aller s'installer ailleurs, parce que de toute façon, la vie dans la banlieue parisienne devient insupportable. Mais enfin, bon, on pourra en reparler. Donc, cette déviation, elle est là. Et il faut bien faire avec. Alors, elle s'est construite avec quand même pas mal de conditions. C'est pour ça que ça a pris du temps. Une des conditions pour la construction de cette déviation, c'était que les captages soient sécurisés. Un problème existe sur Évreux, c'est qu'il y a un seul captage à l'heure actuelle encore, c'est Chenapville, qui alimente pratiquement 80% de la ville. On imagine assez facilement ce qui se passerait si ce captage était pollué. 80% de la ville, à peu près, donc ça fait 45 000 habitants, 50 000 habitants, privés d'eau. Imaginez ce que ça donnerait. Donc il y a dû, avant, rechercher de nouvelles sources, construire une station d'épuration, qui est à Arnières, sur le territoire de la commune. Et une fois cette station, qui n'est pas encore homologuée, qui ne peut pas encore produire de l'eau, elle est juste en phase de test, la déviation pourra commencer. Et qui est en procès. Et qui est en procès. Aujourd'hui, vraisemblablement, il y a une problématique entre la préfecture et certains élus qui mettent en porte-à-faux en fait la station. Non, c'est pas la station qui pose problème. Là actuellement, il y a donc il y avait un arrêté qui a été pris par la préfète pour protéger la zone de captage. C'est-à-dire que l'eau est pompée dans une zone, dans une nappe, et au-dessus, on a une zone de protection, et cette zone de protection est fait l'objet d'un arrêté, c'est-à-dire un arrêté réglementant les constructions, mais aussi l'agriculture. D'ailleurs, les agriculteurs, par l'intermédiaire de leur président de la fédération départementale, s'étaient particulièrement illustrés à l'époque, puisqu'il avait réclamé plus de pesticides, la possibilité de mettre plus de pesticides sur cette zone, considérant que c'était insupportable que l'on interdise aux agriculteurs d'utiliser des pesticides dans cette zone. Alors, attendez, je vais finir. On va laisser une conversation tout à l'heure, mais je ne crois pas que ça soit ça. C'était extraordinaire. Vous aurez l'occasion de vous prononcer. Replongez-vous dans les journaux de l'époque, ça avait fait les gros titres, je me souviens que ça avait choqué beaucoup de monde. Donc, il demandait simplement que l'arrêté soit plus souple et qu'il puisse mettre plus de pesticides. Mais il y avait aussi d'autres interdictions, notamment celle de construire.
de construire plus de 50 mètres carrés de chaunes, hein, c'est d'ailleurs une surface supérieure, et quelques autres interdictions. Donc cet arrêté a été attaqué devant le tribunal administratif. Il a été cassé par le tribunal administratif, autant pour les aspects pesticides, parce qu'on a estimé qu'il y en avait trop, que pour les aspects de construction, parce qu'on estimait que c'était beaucoup trop restrictif. Donc là, sans arrêté, l'usine d'épuration ne pouvait pas ouvrir. Là, la préfète vient d'autoriser de prendre un arrêté provisoire en attendant la nouvelle enquête d'utilité publique qui définira les mesures à prendre sur le terrain. Et c'est d'ailleurs un souci, parce que comment le nouvel arrêté prévoit, j'en parlais avec le maire dernière, par exemple l'interdiction de toute construction. Bon, c'est absurde. Pour moi, c'est absurde. Il y a vous savez, comme dans toute commune, des dents creuses, c'est-à-dire des terrains qui existent entre deux maisons. Bon, à partir du moment où on construit, qu'on relie au réseau d'assainissement, et qu'on vérifie bien qu'il n'y a pas de pollution émise par la maison, il n'y a aucune raison d'interdire. Surtout que c'est à peu près 50 maisons. Hein, ça concerne un potentiel de 50 maisons. Et que par ailleurs, l'arrêté ne prévoit pas des cas de figure. Tiens, on a eu l'exemple récemment d'un camion qui se renverse et qui déverse son chargement dans l'Iton, voire sur le terrain, et ça passe dans la nappe phréatique. Oui. Donc cet arrêté c'est l'arrêté qui pose problème. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que je suis assez d'accord sur la problématique des... C'est bien, vous avez un point de convergence. Mais c'est vrai qu'il y a une incohérence, je veux dire, c'est 50 mètres carrés, enfin ça me paraît pas, il n'y a pas de sens, voilà. Il n'y a pas de sens, c'est problématique à la fois, j'allais dire, pour les maires, parce que derrière, il faut aussi qu'ils puissent accompagner le développement en termes d'habitants, et puis se retrouver avec des situations qui ne veulent rien dire. Voilà, c'est l'administration qui a écrit ça, noir sur blanc, donc on doit l'appliquer, c'est comme ça. Mais je pense que là, il y aura certainement des solutions trouvées avec Madame la Préfète, et que tout ça devrait se débloquer. En ce qui concerne les agriculteurs, je suis un petit peu plus embêté, parce que... C'est pas gagné. Bon, je l'espère en tout cas. Mais 2-3 agriculteurs, c'est pas tous les agriculteurs. Hein, je crois qu'il faut faire très attention, au même titre que faut pas condamner tout le monde sous prétexte qu'il y en a un qui va dire telle ou telle chose dans tel ou tel domaine. Moi, encore une fois, j'ai rencontré les agriculteurs, j'ai rencontré régulièrement, j'en suis issu par mes grands-parents de l'agriculture, donc j'en vois souvent, mais j'en rencontre là, en particulier sur le canton en ce moment. Tout le monde a bien compris qu'en amont, il était nécessaire, bien sûr, de préserver des zones. L'inquiétude, c'est de dire, nous avons une perte, cette perte, est-ce qu'elle nous sera accompagnée ou pas? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on leur a pas donné de réponse dans ce domaine. Et qu'on comprend bien que les difficultés aussi, j'allais dire, financières des agriculteurs, surtout ces dernières années, doivent être accompagnées, et qu'il y ait une réelle politique derrière tout ça. Hein, on sait aussi qu'il faut rester vigilant, que tous les 8-9 ans, on a un département qui disparaît, j'allais dire en France, puisqu'on a là une réelle problématique d'urbanisme, puisque partout on construit. J'avais d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme au niveau du ministère de l'Agriculture sur ces 200 hectares qui chaque jour disparaissent. Alors, c'est une excellente transition, parce qu'on va pouvoir passer au troisième sujet finalement, Philippe, si vous le permettez, sur les usines de Navarre, et en particulier le projet du président-maire Michel Champredon de construction sur le site des usines de Navarre, et donc en plein quartier des usines de Navarre, et en plein quartier du quartier de Navarre, d'un écoquartier, projet d'un écoquartier. Donc vous parliez d'une offre de construction, une offre locative importante, plus de 1000 personnes devraient vraisemblablement s'installer au sein de cet écoquartier. Comment est-ce que le conseiller général que vous souhaitez devenir, Philippe Brento, va gérer non seulement cet afflux de population, mais également toutes les infrastructures autour, et puis comment gérer également les friches restantes, puisqu'on sait très bien qu'il y a l'écoquartier, mais qu'il restera un certain nombre d'hectares vides en friche. Donc comment vous imaginez la situation par la suite? Là aussi, on pouvait peut-être se poser la question à ce niveau-là, en ce qui concernait la SMAC, s'il y avait peut-être, pourquoi pas, des choses qui pouvaient se trouver déplacées sur la partie, j'allais dire, en proximité de l'hippodrome, qui aurait certainement facilité les accueils lors
de spectacles importants. Là, il y a un loupé, mais un loupé grave là sur les usines de Navarre. C'est parti dans tous les sens. Je crois que la décharge des responsables de la collectivité actuelle, c'était pas très clair quand vous avez repris ce mandat. Il fallait bloquer. Il n'y avait pas de projet. Aujourd'hui, vraisemblablement, il y a un projet. Quand on écoute les habitants, on a fait croire qu'ils avaient été dans la concertation. C'est pas le cas. Alors sous prétexte, on a mis en place des comités de quartier. Le comité de quartier, on dit oui, mais le comité de quartier a été consulté. Là aussi, ça pose aussi un problème. Il s'est prononcé, mais il s'est prononcé après coup sur leur refus de voir s'installer au sein de ces usines, cet écoquartier. Mais on a un mauvais exemple, je crois. Moi, j'étais rencontré les gens qui habitent aujourd'hui les immeubles juste. Alors, il y a deux types d'immeubles, mais en face du collège, de Navarre. Il y a une architecture d'immeubles avec cette bêtise permanente de vouloir absolument construire du logement social. Ils mettent des gens d'une certaine catégorie, dans certaines difficultés, là où moi je crois pour le coup à une mixité réelle. Je ne vois pas comment on peut tirer les gens vers le haut. Quant à eux, ils se représentent, j'allais dire, une majorité. Là, il y a une problématique. Il faut que les hommes et les femmes, je veux dire, quel que soit l'endroit, et quelles que soient leurs origines, puissent se rencontrer dans le quotidien. On a tendance à parquer, on a refait les mêmes erreurs qu'il y avait pu y avoir de fait dans les années 50, 60 et 70. Résultat, en fait, certains riverains disent oui, mais alors cet immeuble-là est une problématique parce qu'on a des gens qui sont des gens à problème, on va retrouver la même chose. Un peu ce qui se passe sur le quartier de Saint-Michel aujourd'hui. Oui, alors je suis un peu plus tempéré sur Saint-Michel parce que c'est pas la même population, c'est des personnes plus inquiètes, peut-être un peu plus âgées, donc et puis on leur dit des choses. J'étais navré d'entendre sur le canton à Saint-Sébastien il y a quelques jours quelqu'un qui disait mais vous savez nous on sera garant de votre sécurité parce que vous savez dans quelques temps vous pourrez même plus sortir faire vos courses toutes seules. Enfin je veux dire faut arrêter. D'accord. Faut arrêter. C'est la politique par la peur. Alors elle concerne une extrême qui est l'extrême droite que je condamne et que je condamne fermement. Autant je peux avoir un débat plaisant avec les uns et les autres, chacun avec ses sensibilités. Autant là on peut pas rentrer dans ce jeu-là. Très bien. Pire encore, je suis déçu de Monsieur Bourrelier qui se permette de relayer ce côté démago. Certes, il est absent. Donc, Bon, il est absent. On va faire. Bon, enfin. C'est vrai que, je sais pas, il a dû entendre ça l'été dernier, donc du coup, bon, enfin voilà. Bon, très bien. Juste pour dire, dans le domaine de l'écologie. Très brièvement, oui, vraiment très brièvement. Parce qu'on a pris beaucoup de retard. Non, mais je félicite beaucoup de retard. Beaucoup d'organisations dans le domaine de l'écologie qui, depuis des années, des décennies, je veux dire, ont œuvré, ont fait certainement avancer les choses, et c'est tout à leur honneur. Je crois qu'on est aussi sur une génération et des générations nouvelles où l'écologie, elle appartient pas à un groupe d'individus, mais elle appartient à tous. Très bien, l'écologie n'est pas l'apanage d'un parti. Ben oui, je crois qu'elle est ouverte à tous. Très bien. Et que derrière tout ça, il faut bien regarder. J'ai deux enfants, un de 12 ans qui est au collège et puis un de 5 ans qui est en maternelle. On est toutes les semaines dans la nature, ici et là. Mais c'est automatique. Il y a des papiers, il va les ramasser. Alors de temps en temps, je lui dis, il y a des gants maintenant. Mais c'est automatique. On fait attention, on trie. Il y a la porte de droite sous l'évier pour trier, la porte de gauche pour les ordures ménagères. Mais j'allais dire qu'aujourd'hui, se régale mon successeur dans la maison que j'habitais précédemment, qui retrouve au fond du jardin le compost. Il se régale aussi. Il me dit, mais et les années ont fait qu'il a un magnifique compost. Mais c'est naturel pour chacun. Dès l'instant où on le peut, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui peuvent pas mettre en place ce genre de choses. Le message est passé. Voilà, et c'est tout l'environnement. Thierry Quénéan, je me tourne vers vous maintenant également. Vous êtes candidat. Imaginons que vous êtes élu, que vous êtes aux manettes sur le canton Ouest et que vous intégrez la majorité au sein du Conseil général, présidé aujourd'hui par Jean-Louis Destan. Cette usine de Navarre, en tout cas, qui n'est plus aujourd'hui, mais en tout cas ce projet d'écoquartier, est-ce que ce projet reçoit un écho positif
positif chez vous et au sein de votre parti. Oui, je vous réponds tout de suite simplement, c'est super ce que vous faites avec vos enfants, le ramassage des papiers, etc. Assurez-vous quand même que ce qu'ils mangent à la cantine, s'ils mangent à la cantine, soit des produits de qualité qui ne contiennent pas quelques pesticides résiduels. Alors on ne va pas entrer dans la polémique, il faut terminer, on va vraiment conclure là-dessus, Philippe. Assurez-vous, je veux juste vous en assurer. Rassurez-moi, vous faites partie de la municipalité, j'espère que tout ça est contrôlé, puisque c'est dans votre majorité. Justement, j'y travaille et j'y travaille durement. Alors, sur le quartier de Navarre, moi, je suis extrêmement favorable à la création de cet aménagement. Ça fait des années que je passe sur cette route où, sincèrement, c'est moche. Ce long mur hideux, etc. Je confirme. C'est absolument laid. J'y passe en vélo très très régulièrement, un peu plus l'été, un peu moins l'hiver, mais c'est absolument laid et il est nécessaire de faire quelque chose et redonner un peu de fierté à ce quartier. Alors, je rappelle que le premier projet, c'était 700 logements, y compris sur des zones inondables, y compris sur des jardins familiaux qui vous sont chers. 700 logements. La municipalité a travaillé, a rencontré le promoteur, M. Huot, et on est arrivé à un projet d'écoquartier de 250 habitants, avec une part non négligeable de logements sociaux, c'est-à-dire de logements ouverts à la population type HLM, etc. Sa conception est extrêmement respectueuse des normes BBC, bâtiment basse consommation. En plus, c'est un avantage pour des personnes modestes puisqu'ils rentrent dans des logements où les charges sont extrêmement faibles, puisque dans un bâtiment basse consommation, vous n'avez pratiquement pas de chauffage à assurer. Et la conception est particulièrement soignée. On a travaillé aussi énormément sur son insertion. Et en tant que conseiller général, moi j'y serais sensible, parce que les transports collectifs, c'est important, et c'est du financement du conseil général. Ça relève du conseil général. Et précisément, le fait de reculer, actuellement, vous avez ce mur le long de la route, le nouveau bâtiment sera en retrait de à peu près 10 mètres, ce qui permet de créer des voies réservées, par exemple, pour un bus. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire préparer progressivement l'introduction de transports collectifs, mais en site propre, utile, agréable, basé sur le concept qu'on appelle de navette, c'est-à-dire un peu comme le métro. Vous ne cherchez pas à savoir si c'est le 17h29 ou le 17h32 qui passe. Vous arrivez, vous savez que dans les 10 minutes arrive un bus et que vous pouvez le prendre. C'est ça l'idée de gestion des déplacements. Et ce quartier sera sans doute le premier à avoir les aménagements, c'est-à-dire la route, etc., les emplacements, avec cette conception. D'accord. Un petit souci quand même, c'est qu'effectivement, quand on arrivera sur la route, à un moment, il y a le pont de chemin de fer qui nécessitera là des travaux beaucoup plus importants, puisque, évidemment, c'est rétréci et il n'y a que 2 voies. Mais on imagine déjà des systèmes de priorité pour le bus, qui fait que quand le bus arrivera, le feu passera rouge de l'autre côté, et ainsi de suite. Très bien. Alors, je vous laisse vraiment 30 secondes, mais 30 secondes pour adresser un message. Si vous aviez un message aujourd'hui à adresser à nos internautes, quel serait-il en guise de conclusion, Philippe Brento? Je crois qu'en fait, il est temps d'avancer, et c'est vrai, dans la concertation. Je crois qu'il est temps aussi de sortir un petit peu de ces côtés de la politique partisane, de regarder de l'avant, de voir que les générations présentes et futures ont un besoin à la fois d'environnement dans le milieu rural et dans le milieu urbain, qu'il faut bien sûr pas oublier les personnes âgées, puisque l'espérance de vie nous permet de vivre plus longtemps aujourd'hui. C'est un certain nombre d'infrastructures qu'il va falloir imaginer, mettre en place, qu'il va falloir accompagner aussi d'un point de vue financier. Bien sûr, tout l'accompagnement, le problème d'Alzheimer est une des grosses problématiques aujourd'hui. Ça fait partie aussi des compétences du Conseil général. Nous avons aussi derrière les problèmes de transport. Là aussi, c'était à déplorer. J'ai un handicapé qui me disait dernièrement, oui d'accord, mais quand je prends le bus, moi je peux pas prendre le bus comme tout le monde, je suis obligé de prendre une navette à part. Donc quand je suis invité en dernière minute, je peux pas y aller. Là, je crois que nos bus se doivent d'être équipés, que ça soit au niveau du Conseil général ou de nos communes, ça doit être équipé, bien entendu, je veux dire, de véhicules qui soient adaptés. Et puis j'ai ce grand espoir aussi dans le déplacement, parce que, bien sûr, le déplacement collectif est important, mais il n'est pas forcément en adéquation selon telle ou telle problématique, qu'on vienne de tel ou tel endroit du département et qu'on a les véhicules propres de demain qui vont énormément jouer
un intérêt nouveau. Je pense que là aussi, il faut prévoir du parking parce qu'on aura des véhicules propres demain et on se reposera beaucoup moins de questions que ce qu'on peut se poser aujourd'hui. On a une technologie qui avance vite, pas suffisamment vite, mais ça c'est comme dans toutes les recherches. Et je crois qu'on aura d'autres problématiques à résoudre derrière, mais cette problématique, à mon avis, sera réglée à terme des 5 ou 6 ans qui viennent. Très bien, donc l'écologie, une conscience partagée. Thierry Quénéan, trentaine de secondes, votre message? Oui, je vais essayer d'être synthétique. Moi, tout simplement, et comme tous les écologistes, je souhaite développer un département où il fait bon vivre et où le bien-être des individus prévaut sur tout développement économique ou industriel. Le bonheur ne réside pas dans le nombre de kilomètres d'autoroutes qu'on construit. Il ne réside pas dans des emplois sous-qualifiés. C'est pas incompatible, mais regardez bien, le bonheur ne réside pas dans des emplois sous-qualifiés, de domesticité, où on envoie des gens servir d'autres personnes. Il y a des choses importantes à vivre, il y a surtout un environnement à préserver, il y a le souci de nos enfants et de nos petits-enfants. Et moi, je serai très attentif, si je suis élu, au fait que l'on préserve l'environnement pour nos enfants et pour l'avenir de l'humanité. Mais pour garder nos enfants ici, il nous faut du travail. Il nous faut du travail. Philippe, s'il vous plaît, on va s'arrêter là. Merci. De l'entreprise. Philippe Brento, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci de votre accueil. Merci Thierry Quénéan d'avoir bien voulu débattre. Voilà, à bientôt à tous et à toutes sur GEA Politique pour la suite des débats dans le cadre des élections cantonales Nord et Ouest. Merci, à bientôt.